Alors, ce qui m'intéresse, là, c'est de comprendre comment vous êtes organisé Mm. en tant que famille, puisque pour nos auditeurs qu'on comprenne bien, il y a trois cercles dans toutes les entreprises familiales. Il y a le cercle de l'entreprise, où on passe beaucoup de temps et qui nous anime. Il y a aussi un cercle actionnaire, Mm. et puis un cercle de la famille. Mm. Ces trois cercles peuvent avoir des objectifs différents, Mm. parfois en conflit d'intérêts. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous vous êtes organisé, Mm. comment est organisé aujourd'hui votre actionnariat et comment sont prises les décisions. Oui. Alors, si vous voulez, nous, en fait, on a été longtemps en directoire et conseil de surveillance. Donc, j'étais Ok. le président du directoire et mon père, qui est décédé il y a quelques semaines, fin 2024, était président du conseil de surveillance. Et aujourd'hui, je suis PDG, puisqu'il n'y a plus de président du conseil de surveillance. Mais cette structure à double étage était intéressante parce que mon père n'étant plus opérationnel, mais permettait quand même tous les 3 mois de surveiller, entre guillemets, Ouais. ce que faisait son fils, et notamment l'opérationnel. Mais bon, le travail est fait par le président du directoire avec son directoire, donc une structure qu'on a mis en place depuis pendant 20 ans et qui a très bien fonctionné. Après, si vous voulez, vous avez en effet l'entreprise, le patron d'une entreprise, peut-être du sérail familial comme moi, mais peut-être aussi nommé par la famille en venant de l'extérieur. Ça marche aussi très bien. Il y a eu des Ouais. cas de figure où des entreprises familiales fonctionnent avec des managers extérieurs. À partir du moment où il a la confiance de la famille et que, je dirais, il a l'ADN des valeurs de la famille, ça, en général, ça fonctionne bien. Alors ça peut être temporaire ou ça peut être durable. Lorsqu'il n'y a pas d'héritiers ou d'héritières qui peuvent prendre le management, ça peut être temporaire sur 10 ans, sur 20 ans, en attendant qu'une troisième ou quatrième génération prenne le relais. Donc je crois beaucoup à cette souplesse-là. Il ne faut pas mettre quelqu'un de la famille qui n'est pas compétent et surtout qui n'a pas la volonté. Parce qu'on s'aperçoit qu'il faut l'envie. Bien Le sûr. critère principal, c'est l'envie de le faire. Si vous n'avez pas envie, ça ne marche pas. Après, il y a les compétences, le talent, etc., bien sûr, qui arrivent, mais c'est l'envie. Bon, voilà, donc nous, c'est moi le patron, je suis actionnaire avec ma famille, si vous voulez, donc on a 99%, je crois, des actions de Radial, Donc là, les deux branches. avec les deux branches. Alors la branche Pierre Gattaz, Yvon Gattaz à 60%, la branche Lucien à 40%, parce que c'est vrai que j'ai eu des stock options, etc., que mon père et mon oncle Lucien m'ont donné pour me motiver, puis surtout pour que ça marche, etc. Et comme ça a bien fonctionné, j'ai pu monter en puissance dans le capital. Donc cette branche, et dont moi-même, on est un peu plus gros que la branche Lucien. Mais l'idée, c'est que tout ça fonctionne bien en harmonie. Donc on a créé depuis pas très longtemps d'ailleurs, parce que en fait, avec le décès de mon père Yvon, qui avait quand même 99 ans, et on vieillit tous, hein, j'ai 65 ans cette année, eh bien, il faut préparer la suite. Alors, on a mis en place, depuis 2-3 ans, une charte familiale et un pacte d'actionnaires, avec les cousins, cousines, frères et sœurs. Donc, vous avez la génération 1, c'est Lucien Yvon, génération 2, on est 5, cousins, cousines, mais on a tous autour de 60 à 70 ans, donc on vieillit. Et puis génération 3, ils sont une quinzaine, et puis il y a 4, elle arrive. Donc il faut se structurer de telle façon à garder, je dirais, l'ADN de la boîte et surtout l'affect sociétatis pour que cette œuvre industrielle, entrepreneuriale, perdure. En fait, en anglais, j'aime beaucoup l'expression built to last. Il faut construire pour durer. Et donc une boîte familiale comme Radial, moi je suis obsédé pour transmettre, pour que l'œuvre continue après ma mort et puisse continuer et être. On est des passeurs en fait. Comment vous faites ça avec le reste de la famille? Vous nous l'avez décrit, vous êtes l'ingénieur de la famille, Oui, mais il y a quelqu'un dans l'enseignement, il y a un ORL. oui. Comment vous arrivez à les engager, comment ils comprennent bien ce que fait Radial? Parce Alors, qu'en plus, c'est quand même une boîte très techno. oui, Donc, c'est assez techno. Donc en fait, ils sont au conseil d'administration on a toujours en fait, on a un conseil d'administration. Avant c'était un conseil de surveillance. Et en effet, mon cousin Bruno ORL est là avec nous depuis 20 ans. Ma sœur Roselyne, qui était cadre chez IBM, est là avec nous depuis 20 ans. Donc progressivement, on a mis des représentants des familles avec nous. Puis là, on a élargi. Donc mon fils Guillaume est rentré et administrateur aussi. Il y a mon petit cousin, fils de Bruno, qui est un champion de la M&A chez Doctolib, qui est arrivé aussi. Donc vous voyez, on commence à mettre des gens qui apprennent ce que c'est que Radial, mais qui arrivent aussi avec des compétences extérieures. Donc c'est toujours très enrichissant d'avoir des gens de la famille qui font autre chose et qui apportent dans les réflexions stratégiques de Radial et de la gestion de Radial leurs compétences.
Donc on a mis des administrateurs qui sont familiaux. Alors il y a des administrateurs extérieurs, bien évidemment, il faut. C'est ce que j'avais demandé, indépendants, des administrateurs indépendants. Très important parce que la famille ne peut pas tout faire. Et moi je pense que c'est très important d'avoir des gens qui viennent aussi avec des expériences, des responsabilités énormes dans d'autres groupes, des plus gros groupes, des plus petits. Et tout ça, c'est le cerveau collectif, si vous voulez. Si on est tous pareils, ingénieurs, blancs, au-delà de 50 ans, vous plantez une boîte. Moi je crois beaucoup à la diversité, beaucoup. À la diversité des esprits, des talents, des origines. C'est comme ça que vous créez l'innovation et c'est comme ça que vous sortez du cadre. Et donc il y a la diversité des générations aussi. Oui, vous avez précisé la démarche de charte familiale. Oui. Combien de temps ça vous a pris? Est-ce que tout le monde s'y est impliqué, y compris la génération 3? On a commencé à se réveiller depuis 3 ans, 3-4 ans. Avant, on ne parlait pas de Radial dans la famille. Donc c'est assez récent ce qu'on a fait. Mais avec le temps vieillissant et puis les anciens qui partent, on se dit, mais bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a organisé une charte familiale qui est une sorte de règlement intérieur de la famille, si vous voulez, pour dire voilà comment on se comporte avec Radial, on ne veut pas diluer l'actionnariat, on veut transmettre, donc une sorte de règlement intérieur entre nous, vous voyez, très simple, hein, pas très compliqué. Puis un pacte d'actionnaires, c'est-à-dire en fait le pacte d'actionnaires permet de savoir comment on achète et comment on vend. Donc si quelqu'un veut vendre des actions Radial, parce qu'il a des besoins, il doit le vendre non pas à notre pire des concurrents à l'extérieur, mais à l'intérieur d'un marché intérieur qu'on a développé, une sorte de bourse intérieure. Bourse d'échange. D'échange qu'on a développé lorsqu'on est sorti de bourse. Lorsqu'on est sorti de bourse, j'ai dit à ma famille, mais il faut absolument qu'on crée une bourse intérieure pour pas que ce soit une prison dorée. Parce que si vous avez des cousins, des cousines, des frères et sœurs qui ont, je dirais, des actions mais qui valent quelque chose et qu'ils ne peuvent rien en faire, c'est d'une frustration épouvantable. Et donc c'est là où on risque de casser une famille. Par la frustration. Est-ce que ça circule? Oui, ça circule. Oui, ça circule. Alors, si vous voulez, Radial va plutôt bien, je touche du bois. Donc en fait, l'action monte, etc. Et on a fait tous les ans, on fait un audit par un extérieur pour connaître la valeur de Radial, et donc la valeur d'Action Radial, qui permet d'avoir une référence et de dire cette année, ça vaut tant. Et on fait 2 fois par an, je crois qu'il y a une semaine d'ouverture, à l'automne et au printemps, qui permet de dire aux actionnaires familiaux, est-ce que vous voulez acheter ou vendre des actions? Donc on organise cette petite bourse interne sur des valeurs tout à fait précises, qui sont certifiées, authentifiées, validées par des commissaires extérieurs au compte, et ça se passe plutôt bien. Donc voilà. Et on a créé une petite bourse interne, c'est-à-dire on a créé une petite trésorerie interne qui permet justement de faire ça. Et que lorsque quelqu'un veut vendre, ils vont à cette bourse interne qui est détenue par la holding familiale, qui permet surtout de ne pas diluer le capital. Parce que le problème des boîtes familiales, c'est de ne pas passer en dessous de 50%. C'est absolument fondamental. Il y a des cas de figure où des gens ont perdu leur majorité sans même le savoir. Sans même le savoir. Et ils se retrouvent avec un gars qui leur dit, vous êtes dehors. Ah bon, je suis dehors? Oui, vous avez 49% et je ne veux plus de vous. Eh bien, vous voyez, vous avez des drames, j'en ai connu, de gens qui se sont trouvés à diluer parce qu'ils n'ont pas fait attention, parce que, par des banques, des assurances qui sont venues. Bon. Et puis souvent en bourse, ça s'est passé comme ça. Et il faut faire attention. Quand vous voulez pérenniser une entreprise familiale, il faut conserver, il faut être extrêmement prudent sur le capital. Ouais, moi, je crois que les entreprises familiales, elles ont une triple charge qu'ont pas d'autres entreprises. Elles doivent, comme les autres, investir pour innover et rester en vie. Elles doivent payer la fiscalité de leur transmission, qui est plus compliquée en France que dans d'autres pays. On pourra en parler juste après si vous voulez. Et puis, elles doivent aussi protéger la famille, puisque dans le cadre de la transmission, elles ont cet élément-là. Comment vous vivez cette triple charge? Alors, moi, je pense que l'entreprise familiale française est mal connue. Mon père avait créé à l'époque les ETI, le concept d'ETI, entreprise de taille intermédiaire. Il a mis une dizaine d'années pour que ce concept-là soit connu et reconnu. Et en fait, si vous voulez, les familles, les entreprises familiales ont beaucoup de mérites. Elles ont 3 immenses mérites. Je crois que, comme elles veulent durer, elles font attention à leurs équipes, à leurs collaborateurs. Dans les boîtes, si vous voulez, à culture anglo-saxonne, vous restructurez, vous fermez des usines, vous vendez, ça recommence, etc. C'est un modèle. Je ne critique pas, mais c'est un modèle. Les boîtes familiales que je connais en France, en Italie du Nord, en Allemagne, et en Suisse, qui font la force de ces pays-là, elles ont été préservées, protégées par la politique, protégées par une fiscalité propice de succession, de transmission, qui fait que c'est extrêmement important. Vous avez un ADN humain.
dans une boîte familiale. On ne le dit pas assez, c'est pas du paternalisme, c'est juste en fait, et mes collaborateurs le savent bien, parce que chaque fois que je les vois, ils disent, Monsieur Gattaz, alors la succession, ça se passe bien, on va rester familial, etc. Ils veulent tous rester familial, Bien sûr. parce qu'on protège. Alors, on fait les choses très humainement quand il y a des problèmes, mais je dirais qu'on fait attention et on respecte nos salariés, très important, parce qu'on veut qu'ils soient là dans 5, 10, 15 ans pour l'aventure. Deuxièmement, on fait attention à l'environnement, parce que l'environnement, si vous polluez, c'est pas bien, vous tuez la planète, donc on fait très attention. D'abord, nos salariés nous le disent, nos jeunes nous le disent encore plus. On ne veut pas polluer, donc on prend des mesures qui permettent de dire non, mais là il faut recycler l'eau, il faut recycler l'or, parce que ça coûte une fortune en plus, il ne faut pas polluer, donc on ne rejette rien dans les caniveaux, mais ça fait très longtemps qu'on fait ça. Donc on est très respectueux. Troisièmement, les boîtes familiales sont souvent industrielles et donc territoriales. Donc le drame de la France, si vous voulez, depuis 40 ans, c'est que, et oui, je vais faire un petit peu de politique, c'est l'ISF. L'ISF, on a dit c'est super, c'est un impôt sur les riches, etc. Dès que vous attaquez à l'ISF, vous êtes un salopard. Les riches, toujours ce discours, si vous voulez, mais insupportable, de lutte des classes qui date du 19e siècle en France et qu'on a encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ont compris les Allemands, les Suisses, les Autrichiens et le reste du monde? Mais ces pays sont en train. C'est que les boîtes familiales, elles sont souvent territoriales, elles sont souvent industrielles. Elles sont extrêmement importantes pour l'économie du pays. Le Mittelstand allemand, c'est 12 000 ETI. Nous, en France, on a 5 000 ETI. On a cassé la moitié de nos ETI. On les a fait fuir, on les a fait vendre. Tous mes concurrents de Radial sont des... j'en avais une vingtaine quand je suis arrivé en 92. Ils sont tous partis, partis. Alors vendus à qui? À des boîtes américaines, dont le siège est à Dallas, à New York. Donc ils regardent, ils ont 50 usines dans le monde. Et puis ils regardent dans les crises, à chaque crise. Bon, faut qu'on baisse la voilure. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ah ouais, la France, c'est emmerdant. Quelle charge du travail, le coût du travail. Allez, vous me fermez l'usine de Brest, etc. Et c'est comme ça que, si vous voulez, on s'est retrouvé avec la moitié des ETI qu'on devrait avoir. En Angleterre, ils sont 10 000 ETI. En Italie du Nord, ils sont 10 000 ETI. En Allemagne, 12 500, presque 13 000. Et nous, on est tombé à 5 000. Donc vous voyez, et c'est de la c'est la désindustrialisation qui s'est passée. Donc moi, le problème numéro un que je vois de la France depuis 40 ans, c'est que nos politiques, ne connaissant très mal l'économie de base, ne venant pas de l'industrie ou de l'entreprise, sont souvent des professionnels de la politique, souvent des fonctionnaires, des intellectuels hors sol, et je suis très sévère quand je dis ça, et j'assume. On dit non, mais l'ISF c'est très bien, c'est populaire, faut faire payer les riches, mais les riches et les familles riches. Et jusqu'aux lois Dutreil de 2006, il y a eu un dégât considérable qui a été fait entre 83, la mise en place de l'ISF de Mitterrand, et 2006, où des boîtes se sont retrouvées à payer des choses très élevées sur l'outil de travail. On a préservé un peu, etc. Mais si vous voulez, le dégât a été fait, et dans la tête des gens, c'est on ne nous aime pas. On ne nous aime pas. Et si vous rajoutez un code du travail qui est devenu dingue, hyper complexe en France, vous savez qu'en France, on a quand même 3800 pages au code du travail. Alors ça, c'est simplifié grâce un peu à moi, avec les lois El Khomri et les lois Pénicaud des années 2016, 2017, 2018, quand j'étais patron du MEDEF. Mais si vous voulez, le code du travail suisse, c'est 60 pages. Non mais vous voyez, et en fait, à force de surprotéger tout le temps, d'assister, de protéger en France, mais vous tuez, vous asphyxiez, vous étouffez les outils de travail. Et vous démotivez les dirigeants et les actionnaires familiaux qui disent bon, on ne nous aime pas en France, quoi. On veut, bon. Et cette petite musique, elle est très grave, parce que moi je l'ai connue en 81, je l'ai connue quand j'avais 20 ans, je l'ai connue avec les 35 heures en 2000, imposées. On leur disait mais les gars, vous êtes fous, quoi. Ben non, on y va. Bon, et puis donc, vous voyez, en faisant fi de tout benchmarking, de toute compétition internationale, de toute compétitivité des boîtes. Non, c'est bon pour les salariés, vous voyez, mais les gars, c'est bon instantanément peut-être pour les salariés, mais dans 5 ans ou dans 10 ans, ça va être le bordel. Donc on est toujours en clientélisme électoraliste de court terme, et aujourd'hui, donc il y a eu François Hollande 2013, et aujourd'hui j'ai très peur de ça. Le retour à on va taxer tout le monde, les riches surtout, etc. Et alors que du côté Amérique, Trump, Musk nous dit on va aller sur Mars, on va faire de l'IA, revenez, on va baisser le taux d'IS pour attirer toutes les entreprises du monde aux États-Unis. Bon, alors c'est pas mon modèle Trump et Musk non plus, mais si vous voulez, ils ont un discours hyper entrepreneurial. Que nous, c'est quoi? On va taxer plus et il faut travailler moins. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer le pacte du travail, qui était quand même un outil qui a permis à ces entreprises familiales de se transmettre? Il est très complexe. Il est très complexe. Sachez que dans les pays voisins de la France, je crois que c'est l'Italie, je crois qu'en partie en Suisse, je crois qu'en Belgique et en Hollande, en Angleterre, vous avez 0% de succession sur les entreprises. Zéro.
Donc là, il faut prouver que les actionnaires familiaux vont garder un pacte d'engagement des titres, etc. pendant X années, 5 ans, 6 ans. C'est pas idiot, on le fait. Mais c'est très compliqué, vous faites des signatures de folie. Donc je trouve que le pacte du Dutreil est absolument fondamental dans l'ambiance fiscale française. Ça a permis de sauver des boîtes, ça a permis d'éviter des hémorragies de boîtes familiales qui se vendaient et partaient à l'extérieur. Donc bravo, loi Dutreil, formidable. Il faut sanctuariser ce truc-là. Mais le coup suivant, c'est de regarder ce que font les Italiens, etc. Les Italiens, ils ont compris que les bijoux de la couronne italienne, c'est les entreprises familiales du nord de l'Italie. C'est eux qui font du commerce extérieur positif. Donc si vous voulez, je ne comprends pas que nos classes politiques qui sortent quand même des Sciences Po, des ENA, etc., ne regardent pas comme le modèle suisse, ne regardent pas le modèle italien du Nord, en disant mais bien sûr, mais bon sang, mais bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans le délire, si vous voulez? Donc, alors c'est vrai, il faut savoir ce qu'on veut. Donc on a toujours tendance à dire on va donner de l'argent aux pauvres, etc. Et c'est très bien, ça part d'un très bon principe. Mais non, mais pour donner de l'argent aux pauvres, il faut qu'ils travaillent. C'est ça, vous savez, c'est le fameux Lao Tse qui disait si tu veux nourrir un homme une journée, tu lui donnes un poisson. Si tu veux le nourrir toute sa vie, ben, tu lui apprends à pêcher. Exactement. Mais donc nous, on apprend à pêcher à nos hommes, vous voyez, et nos femmes. Pardon, j'étais un peu long. Pas de problème. Je voudrais revenir, on est sur les 3 cercles. Donc on a bien compris ces enjeux de fiscalité, de transmission entre le cercle entreprise et le cercle actionnaire. Oui. Est-ce que sur la partie familiale, vous pouvez nous décrire un peu comment vous êtes organisé? Est-ce qu'il y a un conseil de famille? Comment vous gérez la place des conjoints, par exemple? Comment vous préparez la nouvelle génération? C'est quoi la dynamique sur la partie familiale? Là, il y a encore tous les scénarios possibles. Ce qu'on a décidé à Radial, si vous voulez, c'est de faire un conseil de famille qui est sous forme de visio, parce qu'ils sont tous un peu éparpillés dans les territoires. Donc ça dure 2 heures, c'est une fois par trimestre. Et là, en effet, c'est la génération 2. Donc les 5 personnes de la génération 2, qui sont les sages aujourd'hui, sages familiaux de Radial. Et puis là, on parle de l'évolution de Radial, de la croissance externe, qu'est-ce qu'on a fait. Donc ça, c'est pas le conseil d'administration, c'est bien un conseil de famille. C'est le conseil de surveillance qui permet de cultiver l'affectio societatis. Okay. Alors l'affectio societatis, c'est un mot extraordinaire, latin, qui veut dire l'affection de l'entreprise, si vous voulez. Qui, dans un groupe familial, est extrêmement important. Parce que si vous n'avez pas cette affection societatis sur les générations précédentes, les gars vont dire j'ai un portefeuille comme je pourrais avoir de L'Oréal ou de Michelin, etc. J'achète, je revends, j'en ai rien à faire et cette boîte ne m'intéresse pas. Bon, alors que c'est une œuvre collective et familiale. On veut qu'elle perdure dans le temps. Donc il faut intéresser les jeunes générations et donc on a mis en place ce conseil de famille qui permet justement, hors conseil d'administration, de motiver, de répondre aux questions des 5 premiers, puis de cultiver la fierté. Une entreprise, moi, mes collaborateurs, c'est pareil, mes salariés, moi je cultive l'espoir et la fierté tout le temps. L'espoir, c'est que ça va mieux marcher encore. Quand on est en pleine crise, les gars, le bateau est solide, vous inquiétez pas, on va restructurer un peu, mais ça va aller, dans 2 ou 3 ans, c'est reparti à fond. Et d'ailleurs, après le Covid, c'est reparti à fond pour nous. Et la fierté, c'est la fierté. Nous, on célèbre beaucoup de commandes. Chaque fois qu'on a des commandes, on célèbre. Si vous voulez, j'étais encore avec mes collaborateurs hier à Aubervilliers, on faisait la galette des rois et la présentation des résultats de 2024. J'ai sorti un petit transceiver électro-optique de ma poche en disant, vous voyez, c'est ce qu'on a fait à l'île d'Abo, dans notre usine de l'île d'Abo, c'est extraordinaire. Et on est les seuls à faire ça au monde, dans des environnements extrêmement sévères de température. On transcode des photons en électrons et des électrons en photons. C'est un produit miraculeux, je le sors, je l'ai toujours dans ma poche, il est là, et c'est de la fibre optique qui sort en électrique et réciproquement. C'est 10 ans de travail, c'est 10 ans d'investissement. On a les meilleurs ingénieurs du monde français à faire ça. Donc tout ça, si vous voulez, il faut cultiver cette fierté, il faut la cultiver au niveau de vos collaborateurs, espoir, fierté, et au niveau de la famille. C'est extrêmement important. Donc moi, je fais des visites tous les ans de mes usines à ma famille, donc on est 25 ou 30 aujourd'hui. On s'est fait ça il y a 2-3 mois, je ne sais plus où est-ce qu'on était, à l'île d'Abo, donc dans mon usine d'optique, ils ont vu la microélectronique de précision, les salles blanches, etc. Et puis tout ce qu'on fait sur l'environnement. Donc il y a eu 1h30 d'exposé sur tout ce qu'on fait à travers le CSRD imposé par l'Europe, un peu fou, mais tous les travaux sur l'environnement qui passionnent les jeunes. Alors ça, on va en parler juste après, si vous voulez bien. Donc oui, je fais des conseils et je fais aussi des réunions une fois par an, au moins, ou une fois tous les 18 mois, avec toute la famille, pour visiter des sites de Radial, cultiver l'affection societatis et la fierté de ce qu'on fait. Bon, justement, je vous propose qu'on passe à la dernière partie de cette émission, qui concerne toute cette capacité à intégrer la next-gen et la projeter peut-être au sein de la direction du groupe Radial, et puis d'y discuter un petit peu des enjeux RSE.
Tout de suite, la next-gen.